Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière de santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins ou PNDS sur le syndrome hémolytique et urémique. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par le professeur Éric Rondeau, membre du Centre de référence des microangiopathies thrombotiques, CNRMAT, et par le Dr Anne-Laure Cellier-Leclerc, membre du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière ORCID et de la filière MARI. Aujourd'hui, avec le Dr Emery, nous allons parler du CHU atypique, une forme plus rare, mais très sérieuse. Bonjour docteur. Bonjour Tariq. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui distingue fondamentalement le CHU atypique des autres formes ? Le CHU typique, c'est une microangiopathie thrombotique liée à une dérégulation de la voie alterne du complément, contrairement au CHU typique qui est déclenché par une infection à Escherichia coli. Le complément, c'est un système de défense immunitaire normalement très finement régulé. Dans le CHU atypique, cette régulation est défaillante, ce qui entraîne une activation chronique du complément, responsable de lésions endothéliales et de thrombose des microvaisseaux, en particulier au niveau rénal. Dans environ 60% des cas, on retrouve des anomalies génétiques touchant les protéines régulatrices du complément, comme le facteur H, le facteur I, le MCP, le C3 ou encore le facteur B. Des anticorps anti-facteur H peuvent aussi être retrouvés, surtout chez l'enfant. Et on va également retrouver des antécédents familiaux dans 20 à 30% des cas, avec une transmission souvent autosomique dominante, mais avec une pénétrance incomplète, autour de 50%. L'incidence de ce type de CHU reste très faible, autour de 0,3 cas par million d'habitants et par an. Comment se manifeste-t-il cliniquement ? La présentation est souvent moins typique que dans le CHU post-infectieux. La triade classique, anémie hémolytique, thrombopénie et insuffisance rénale peut être incomplète au début, et les schizocytes peuvent apparaître secondairement. Les symptômes sont parfois peu spécifiques. On peut retrouver une asthénie, une pâleur, des œdèmes, une hypertension artérielle, une hémoglobinurie avec des urines foncées ou encore une altération de l'état général. Et dans environ 15% des cas, des diarrhées peuvent être présentes, ce qui peut initialement orienter à tort vers un CHU typique. Il est également essentiel de rechercher un facteur déclenchant, car la maladie apparaît souvent sur un terrain génétique prédisposé. Chez l'enfant, il s'agit fréquemment d'infections respiratoires ou digestives. Chez l'adulte, on retrouve parfois la grossesse, le postpartum, une infection ou l'introduction d'un traitement hormonal. Docteur, pouvez-vous nous dire quel est le traitement de référence aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le traitement de référence, c'est l'éculizumab. C'est un anticorps monoclonal dirigé contre la fraction C5 du complément, qui va bloquer l'activation terminale de la cascade du complément. Depuis son autorisation dans le CHU atypique en 2011, ce traitement a profondément modifié le pronostic de la maladie, en améliorant la récupération rénale et en réduisant le risque de rechute. Chez l'enfant, il constitue le traitement de première intention devant une suspicion de CHU atypique. Chez l'adulte, des échanges plasmatiques peuvent être initiés en urgence devant une MAT en attendant les résultats étiologiques. Mais l'éculizumab est débuté rapidement en cas de forte suspicion de CHU atypique. La rapidité d'instauration du traitement est un facteur déterminant du pronostic rénal. Ce traitement comporte-t-il des risques particuliers ? Oui, le principal risque, c'est celui des infections à méningocoque, car le complément va jouer un rôle majeur dans la défense contre cette bactérie. Du coup, avant l'initiation du traitement, une vaccination contre les méningocoques A, C, Y, W et B est indispensable. En situation d'urgence, la vaccination peut être réalisée juste avant la première injection. Et une antibioprophylaxie prolongée, le plus souvent par pénicilline V, est également recommandée pendant toute la durée du traitement et pendant environ 2 mois après son arrêt. Les patients doivent également être informés des signes d'infection invasive et porter une carte patient mentionnant leur traitement. Combien de temps dure ce traitement ? Alors, la durée du traitement, elle va être individualisée et discutée dans des centres experts. Dans beaucoup de cas, il s'agit d'un traitement prolongé. Une adaptation des doses ou un espacement des injections peut être discuté en fonction de l'évolution clinique et biologique, notamment les marqueurs d'hémolyse, l'activité du complément mesurée par le CH50 et le profil génétique. L'arrêt peut être envisagé dans certaines situations, mais il nécessite une surveillance clinique et biologique rapprochée en raison du risque de rechute.
Et enfin, il est important de signaler que le paysage thérapeutique continue d'évoluer. D'autres inhibiteurs du complément sont désormais disponibles, comme le ravulizumab, et il agit sur la même cible que l'éculizumab, mais avec des injections beaucoup plus espacées, améliorant donc la qualité de vie des patients. Et pour les familles concernant l'hérédité, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Eh bien, lorsqu'une anomalie génétique est identifiée, un conseil génétique spécialisé est recommandé. Un dépistage ciblé peut être proposé dans certaines situations, par exemple chez des apparentés symptomatiques ou dans le cadre d'un projet de don de rein. En revanche, le dépistage systématique des apparentés asymptomatiques n'est pas recommandé. L'information des familles sur les signes d'alerte et les facteurs déclenchants est en revanche essentielle pour permettre une prise en charge rapide en cas de manifestation de la maladie. Merci docteur. Le prochain épisode sera consacré aux CHU secondaires. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter le site de la HAS et de la filière Orchid pour retrouver le PNDS complet et des ressources d'information pour les patients et les professionnels. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.